Bonjour à tous. Cette dernière partie du cours concerne les API de l'ADC et du hall du CubeMX. Nous allons découvrir ensemble 5 API, à savoir la hall ADC init qui permet la configuration de l'ADC, la fonction hall ADC start qui permet de lancer la conversion, hall ADC poll for conversion qui permet de faire un polling pour tester la fin de la conversion, dans le cas où on configure l'ADC, bien sûr, en mode polling. Rôle ADC getValue qui permet de récupérer le résultat de la conversion, qui est une valeur numérique sur 16 bits. Et rôle ADC stop qui permet d'arrêter l'ADC. Donc, la première API qu'on va découvrir ensemble est la fonction rôle ADC init. Elle prend un seul paramètre en ADC, qui est le handle de l'ADC. Alors, le handle de l'ADC, c'est une variable pointeur sur une structure de type ADC handle type qui est réellement l'adresse au niveau de la mémoire du périphérique ADC, de la mémoire RAM, bien sûr, du périphérique ADC. L'adresse, elle est égale à l'adresse de l'ADC, mais à cette adresse, on a une structure de type ADC handle type qui contient plusieurs champs. Alors, le ADC init type def, on va le découvrir, et le ADC init. Donc, ce sont les deux premiers champs de la structure ADC handle type def qu'on va découvrir en détail. Donc, le ADC type def, c'est une structure qui contient tous les registres de configuration de l'ADC, entre autres, bien sûr, le data registre. Donc, réellement, la variable ou le champ instance peut prendre soit la valeur ADC1, soit la valeur ADC2, soit la valeur ADC3, qui représente réellement les adresses au niveau de la mémoire RAM des périphériques ADC 1, 2 et 3. Donc, ce sont des pointeurs sur une structure, exactement la même façon de raisonner qu'on a découvert au niveau du GPRO. Et je l'ai déjà dit au préalable, tous les périphériques réellement dans l'architecture STM32F4, chaque périphérique est décrit par une structure de données où les champs de cette structure représentent les registres de configuration et de données de ce périphérique. Alors, j'attire votre attention, je vais juste mettre le pointeur, j'attire votre attention sur le data register, qui est le résultat, qui contient le résultat de la conversion de l'ADC. D'accord? Alors, le deuxième champ est le champ init qui est du type ADC init type def. Donc, ce champ contient la structure qui contient les paramètres de configuration de cet ADC. Donc, on va découvrir un petit peu l'ensemble des paramètres de configuration d'un ADC. Donc, le premier, c'est le clock prescaler. Est-ce qu'on veut utiliser un prédiviseur pour le signal ADC clock ou pas à l'entrée de l'ADC? Le deuxième champ est la résolution de cet ADC. Donc, ça peut prendre la valeur 6, 8, 10 ou 12. Le troisième paramètre est le data line. Si on veut aligner le résultat de la conversion à droite, qui est la valeur normale et par défaut, ou on voudrait ajouter un alignement à gauche. Alors, le scan conversion mode, ça veut dire si je veux utiliser le mode scan ou ne pas utiliser le mode scan, qui revient à utiliser une seule entrée ou un seul canal à l'ADC ou plusieurs canaux qui vont être convertis. Alors, le paramètre suivant est le end of conversion selection. Donc, est-ce que je veux avoir une mise à 1 de ce flag à la fin de la conversion d'un seul canal,
ou à la fin de la conversion de tous les canaux qui sont reliés à cette ADC. Alors, le Continuous Conversion Mode, ça prend de valeurs enable ou disable. Ça veut dire si je veux activer le mode continu ou ne pas activer le mode continu. Alors, le number of conversion, c'est le nombre de conversions qui est utilisé par le séquenceur. Donc, le nombre de conversions, bien sûr, peut être beaucoup plus grand que le nombre de canaux. Pourquoi? Parce qu'un même canal peut être réellement suréchantillonné, ça veut dire converti à plusieurs reprises. Le Discontinuous Conversion Mode, ça veut dire si je veux activer le mode discontinu ou ne pas l'activer. Le Number of Discontinuous Conversion, ça veut dire c'est un entier, comme je l'ai dit, inférieur à 8. Un entier inférieur à 8. Donc, à chaque fois que je vais lancer une conversion en mode discontinu, j'attends la réception du trigger et je vais effectuer uniquement ce nombre de conversions et l'ADC s'arrête. Il attend la réception d'un nouveau trigger pour lancer un deuxième sous-ensemble de conversion. Alors, l'external trigger conversion, ça veut dire quelle est la source utilisée pour lancer les conversions justement en mode discontinu. Et là, c'est l'external trigger conversion edge, ça veut dire le type du frein qu'on va utiliser pour ce trigger. Est-ce que c'est un frein montant ou c'est un frein descendant? Donc, j'explique l'ADC init type juste à titre d'exemple et pour résumer un petit peu l'ensemble des paramètres théoriques qu'on a vus dans le cours tout à l'heure. Alors, je vous montre ici le retour de l'API rôle ADC init. L'API rôle ADC init, comme je l'ai dit tout à l'heure, elle prend un seul paramètre qui est un pointeur sur une structure de type ADC handle type def, que je viens d'expliciter, bien sûr. Et cette fonction retourne une variable de type role status type def qu'on va découvrir tout de suite. Donc ça, c'est un ajout du rôle de CubeMX. Alors, c'est quoi le rôle status type def? C'est un type énuméré qui contient 4 valeurs possibles. Le rôle OK, ça veut dire que l'initialisation ou la configuration de la DC s'est bien déroulée. Le rôle error, ça veut dire que cette initialisation s'est terminée mais avec erreur. Le rôle basé, ça veut dire que c'est en cours d'exécution. Le traitement, et dans cet exemple, c'est l'initialisation de la DC. Et le rôle timeout, ça veut dire, bien sûr, au niveau de chaque API, on définit un timeout maximum pour l'exécution de cette fonction. Une fois l'exécution ne s'est pas déroulée dans la durée définie préalablement appelée timeout, la fonction nous retourne rôle timeout. Ça veut dire que le temps limite d'exécution de la fonction s'est écoulé sans que la fonction a pu réellement s'exécuter jusqu'à la fin. Alors, si je veux résumer, la première API rôle ADC init prend un seul paramètre qui est le handle de l'ADC qu'on veut utiliser. Donc, un pointeur sur la structure ADC handle type D, qui, elle, va être remplie à travers les paramètres de configuration qu'on va définir au niveau de CubeMX. Et cette fonction va nous retourner un paramètre de type role status type def. Donc, si tout se passe bien, elle va nous retourner role OK. Sinon, ça dépend des problèmes rencontrés. Elle peut nous retourner l'une des trois étapes possibles. 3 autres étapes possibles, bien sûr. La deuxième API qu'on va découvrir, c'est l'API role ADC start. Alors, vous allez découvrir que toutes les API de l'ADC retournent le type de données role status type def. Pourquoi? Parce que réellement, le lancement de l'ADC et le temps d'exécution de l'ADC est très lent par rapport au temps d'exécution des instructions simples
tel que ça se passait au niveau du GPAO. Donc, réellement, le code ou la façon d'utiliser ces API va être un petit peu différente par rapport à ce qu'on a fait au niveau du GPAO. On va attendre, par exemple, la fin de lancement de l'ADC. Cette API prend un seul paramètre qui est le handle de l'ADC. Donc, c'est un pointeur sur une structure de type ADC handle type D. Et cette fonction nous retourne le status type D. Donc, lorsqu'on va lancer l'ADC, on va appeler l'API en lui donnant une variable, par exemple le rôle ADC1 dans mon exemple, c'est une variable de type ADC handle type D. Alors, comme la fonction nécessite un pointeur, donc j'ai passé la variable par adresse. Donc, cette fonction, je ne peux pas tout simplement l'appeler rôle ADC start, on lui donne tout simplement le paramètre adresse de rôle ADC1. Et je mets tout simplement point virgule ici. Je ne peux pas faire ça. Pourquoi? Parce que lorsque je passe à la ligne d'après, l'ADC n'a pas encore terminé son opération de lancement, n'a pas encore terminé l'exécution de l'API rôle ADC start. L'exécution de cette fonction prend beaucoup de temps. Par rapport, bien sûr, je parle autant d'exécution des instructions. Donc, ce qu'on peut faire, c'est appeler cette fonction dans une boucle répétitive avec condition while. Donc, qu'est-ce que je vais lui dire? Je vais lui dire, tant que la fonction rôle ADC start n'a pas retourné un rôle OK, vous allez bloquer le programme dans cette ligne. Comment on le bloque? En exécutant l'instruction vide point virgule. Donc, ce genre d'appel permet de lancer l'ADC, mais bloque le programme dans cette ligne tant que cette API n'a pas retourné reloqué. Donc, elle est encore en cours d'exécution du start de l'ADC. Alors, la troisième API, c'est le rôle ADC stop. Donc, cette API permet d'arrêter l'ADC quand on a terminé son utilisation. Donc, bien sûr, tout ça est inspiré du driver de l'ADC qui est écrit dans le fichier .h de la librairie de l'ADC. Je vais vous montrer tout à l'heure dans le cahier, bien sûr. Donc, l'API rôle ADC stop, elle prend aussi un seul paramètre qui est le handle de l'ADC, qui est de type ADC handle type def étoile. Donc, ce paramètre peut être soit le rôle ADC1, le hash ADC1, soit le hash ADC2, soit le hash ADC3, qui sont les handles des trois ADC respectifs du SM32F4. Et cette API retourne rôle status type def, qui lui peut prendre une des quatre valeurs, rôle OK, rôle BASI, donc rôle OK, rôle BASI, rôle timeout et rôle error. Donc, de même, comme l'arrêt de l'ADC prend beaucoup de temps et que je ne dois pas passer à la ligne suivante que si l'ADC s'est bien arrêté, on va appeler cette API dans la structure répétitive avec condition while. Et je vais bloquer mon programme avec ce genre d'appel dans cette ligne tant que l'ADC ne s'est pas encore arrêté. Donc, lorsqu'il va s'arrêter, l'API rôle ADC stop va me retourner rôle OK. Donc, tant que c'est différent de rôle OK, je vais bloquer le programme dans cette ligne d'instruction. Alors, la quatrième API est le rôle ADC poll for conversion. Donc, c'est du polling. Je vais tester indéfiniment la fin de la conversion. Enfin, indéfiniment. Je vais tester la fin de la conversion jusqu'à ce que justement je récupère la valeur que représente le résultat de la conversion de l'ADC. Donc cette fonction prend deux paramètres. Le handle de l'ADC, qui est du type ADC handle type def, et un timeout, c'est une valeur d'attente maximale. Donc dépassant cette valeur d'attente maximale, la fonction rôle ADC poll for conversion
va sortir de la ligne d'exécution et dans la variable de retour, elle va me retourner l'état hold timeout. Donc, quand j'appelle cette fonction, je lui donne deux paramètres. Le premier paramètre est le handle de l'ADC que je veux utiliser. C'est un pointeur sur une structure de type ADC handle. Et le deuxième paramètre, c'est un temps d'attente maximal. Bien sûr, le temps d'attente, il est en millisecondes. Hein. Le temps d'attente, c'est un paramètre qui doit être calculé en fonction de l'ADC utilisé. Donc, bien sûr, il faut avoir une information a priori du temps nécessaire d'exécution d'un ADC pour pouvoir mettre une valeur au niveau de ce deuxième paramètre. Donc, cette ligne, ou plutôt cette API, va attendre la fin de la conversion. Lorsque la conversion est terminée, elle me retourner hold OK. Sauf si je vais attendre pendant 200 millisecondes, et pendant les 200 millisecondes, quand même, je n'ai pas récupéré le résultat de la conversion. Et dans ce cas de figure, la fonction hold ADC call for conversion va me retourner hold timeout. Pardon. Alors, la cinquième API utilisée est le hold ADC get value. Donc, l'ADC, essayons de résumer tout ce qu'on a fait. On commence par lancer l'ADC. Ensuite, il faut attendre la fin de la conversion de l'ADC. Et ça, on va le tester à travers l'API hold ADC call for conversion. Une fois la conversion est terminée, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut récupérer le résultat de la conversion de l'ADC. Donc, j'ai appliqué à l'extérieur du microcontrôleur une tension analogique qui est au maximum comprise dans l'intervalle 0,3,6 volts. Cette valeur analogique va être acquise, donc il y a une étape d'acquisition, échantillonnage, et ensuite on va avoir une conversion de cette valeur à travers l'étage ADC ou le périphérique ADC. Le résultat de la conversion est retourné par cette fonction et il dépend de la résolution de l'ADC utilisée dans la configuration. Donc, si j'ai utilisé une résolution sur 6 bits, ça veut dire que la valeur numérique récupérée, elle est entre 0 et 2 à la puissance 6 ou moins 1. Donc, réellement, elle est entre 0 et 64. Si j'ai utilisé 8 bits comme résolution de cet ADC, ça veut dire que le résultat de la conversion est compris entre 0 et 2 à la puissance 8 moins 1, qui est 255, ainsi de suite. Donc, la valeur convertie, son intervalle, dépend directement de la résolution de l'ADC utilisée lors de la configuration. Je rappelle les 4 valeurs de résolution utilisées, supportées par cette architecture. On peut avoir une résolution sur 6 bits, une résolution sur 8, une résolution sur 10 ou au plus une résolution sur 12 bits. Donc, supposons qu'on veut convertir maintenant une entrée analogique connectée à PA2 en utilisant le convertisseur analogique numérique ADC1 et en prenant une résolution de l'ADC sur 8 bits. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va lire, tout d'abord, je vous montre le schéma. Donc, je vais prendre un potentiomètre et je vais relier la première broche à la masse et la dernière broche à 3 volts. Donc, la broche au milieu va me délivrer une tension variable comprise entre 0 et 3 volts selon la position du potentiomètre. Alors, le programme que nous allons développer permet de faire quoi? De diviser cet intervalle 0,3 volts sur 4 valeurs. Donc, de 0
volts à 0,75, c'est la tension appliquée en entrée comprise entre 0 et 0,75. À titre d'exemple, hein, on va allumer la première diode PD12. Si la tension appliquée en entrée est comprise entre 0,75 et 1,8 volts, on va allumer la deuxième diode PD13. Si la tension analogique appliquée est comprise entre 1,5 et 2,25, on va allumer la troisième diode, la PD14. Et si la tension appliquée est comprise entre 2,25 et 3 volts, je vais allumer la quatrième diode. Alors, je vais vous guider à travers le QBMix pour résumer la configuration. On va développer ensemble le code de cette application. Donc, je vais à QBMix. Donc, on a besoin de configurer PA2 comme entrée de l'ADC. Donc, la broche PA2 est reliée à l'ADC1 IN2, ça veut dire le canal 2, le ADC2 IN2 et le ADC3 IN2. Donc, tel qu'il est énoncé dans l'exercice, je vais le relier à l'ADC1 IN2. Ensuite, j'aurai besoin d'utiliser les 4 diodes en sortie reliées en output du GPIO, reliées à PD12, dans la carte STM32F407. Ce microcontrôleur, il est utilisé dans la carte STM32F4 Discord. Donc, je vais prendre ces 4 sorties et je vais les configurer en GPIO output. PD12, PD13, PD14 et PD15. Donc, voyons maintenant la partie configuration de l'ADC. Donc, comme j'ai coché l'ADC ici, j'ai activé une broche comme étant une entrée reliée à un ADC, obligatoirement, je vais avoir le bloc ADC qui va être ajouté. Donc, je vais sélectionner ce bloc et je vais avoir le IN2, donc le canal 2 qui est déjà coché. Donc, la partie en bas, c'est les paramètres de configuration de l'ADC. Donc là, c'est le diviseur de fréquence du signal d'horloge. Donc, il peut prendre, comme je l'ai dit dans le cours, la valeur de 4, 6 ou 8. Donc, on peut utiliser une valeur de prédivision pour le signal d'horloge appliqué à l'entrée de l'ADC. Et là, la résolution. Donc, comme c'est énoncé dans l'exercice, on va prendre une résolution sur 8 bits. Donc là, l'alignement, c'est l'alignement à droite. On va laisser l'alignement par défaut, qui est bien sûr un alignement à droite. Et comme j'ai un seul canal ou une seule entrée, donc le mode de scan est désactivé, et je vais effectuer une seule conversion de l'ADC, mais je vais écrire tout le programme dans une boucle infinie. Donc à chaque fois qu'on va boucler, on va à chaque fois relancer l'ADC, effectuer une conversion, récupérer le résultat de la conversion, arrêter l'ADC et reboucler le programme. Donc, je vais utiliser le mode polling dans cette application. Donc, on va mettre à 1 le flag, EOC, c'est le flag de fin de conversion, à la fin d'une seule conversion. D'accord? Donc, tout le reste des paramètres, ils ne sont réellement intéressants que si on a plusieurs canaux, qu'on va faire probablement dans une application un peu plus compliquée que ce premier exemple. Donc, sinon, pour le GPIO, je ne vais rien changer. J'ai 4 diodes qui sont en mode output push-pull, donc je vais garder la config par défaut. Et je vais générer mon projet. Donc, on va l'appeler ADC. To change, je vais prendre l'MPK ARM, la version 5 au minimum, parce que je n'ai pas la version 5.27 sur ma machine. Ceux qui n'ont pas la release 1.24.2, ils n'ont qu'à décocher ça et choisir la release qui est installée sur leur machine. Donc, je vais créer mon projet.
Donc, j'ai fait un build du projet qui a été généré. Donc, dans la fonction main, ce qu'on a de plus maintenant, c'est qu'on a une variable whole ADC1 qui est du type ADC handle type def. Et on a une nouvelle fonction de configuration appelée mx ADC init. Donc, la fonction mx ADC init est dans le même fichier main. Alors, elle permet de faire quoi? Elle prend cette variable, whole ADC1, et elle remplit tous les champs que je vous ai montrés tout à l'heure. Donc, l'instance est l'ADC1, et comme le champ init en lui-même est une structure, donc pour entrer dans la structure, pour entrer dans les différents champs de la structure, on utilise une deuxième fois le point. Donc, ça, c'est l'ensemble des paramètres de configuration qu'on a définis tout à l'heure au niveau du QBMix. Et comme je vous ai montré tout à l'heure, la fonction whole ADC init, elle prend un seul paramètre qui est un pointeur sur le ADC handle type def. C'est pour ça que le whole ADC1 est passé, le handle ADC1 est passé par adresse. Et comme donc l'appel de la fonction whole ADC init va tester si cette fonction nous retourne whole OK ou pas. Si elle ne retourne pas whole OK, ça veut dire qu'il y a un problème et on peut coder ce qu'on veut dans le error handler. Alors, error handler est défini dans le même fichier en bas. Donc, on peut écrire le code que nous voulons pour identifier qu'il y a un problème au niveau de l'exécution de l'ADC. Enfin, pas au niveau de l'ADC uniquement, au niveau de n'importe quel périphérique. Donc, je reviens à la fonction mx ADC init. Donc là, c'est la partie configuration qu'on a définie au niveau du QBMix. Tout est écrit là. Dans la deuxième partie, c'est la définition du canal qui est relié à l'ADC. Donc, on a utilisé le canal 2. Pourquoi le canal 2? Là, on l'a vu tout à l'heure dans le IN2, parce qu'on a utilisé l'approche PA2 et que l'approche PA2 est reliée réellement au canal 2 de l'ADC. Parce que ce n'est pas réellement dans le même ordre. Ce n'est pas parce que la broche, elle porte le nom PA2 qu'automatiquement le canal porte le nom, le numéro canal 2. Donc, quoi d'autre? Ça, c'est la partie. Donc, on va écrire le code de cet exemple. Je vais vous montrer le driver. Donc, comme j'ai configuré l'ADC, donc j'ai en plus deux autres fichiers. Le stm32f4 whole adc.c et le stm32 whole adcx. Alors, ce premier fichier contient les fonctions de base de l'ADC. Et le fichier X, c'est valable pour tous les périphériques. Il contient les fonctions avancées. Alors, nous, on est en train de découvrir les fonctions de base de l'ADC pour le moment. Donc, je vais commencer par le whole ADC start. Donc, l'API whole ADC start, elle permet, comme je l'ai dit tout à l'heure, de lancer l'ADC. Donc, elle prend un seul paramètre qui est de type ADC handle type def. Et elle retourne le whole status type def. Donc, je vais lancer l'ADC. Alors, je vais écrire tout dans la boucle infinie parce que là, je suis en train d'utiliser un ADC avec une seule entrée, une seule conversion. Donc, le whole ADC start, il prend un seul paramètre. Ce paramètre est le handle de l'ADC, qui est une variable globale créée par QBMix. Donc, elle porte le nom whole ADC1. Elle est de type ADC handle type def. Donc, alors l'API whole ADC start prend un paramètre
qui est du type pointeur sur le ADC handle type def, donc le rôle ADC1 doit être obligatoirement passé par adresse. Alors cette fonction retourne une variable de type rôle status type def. Donc au lieu d'appeler la fonction comme ça tout simplement, je vais attendre réellement la fin. Donc j'ai créé une variable x pour contenir le résultat de la conversion. Et je vais mettre dans x le retour de la fonction rôle ADC getValue. Alors elle prend un seul paramètre qui est le handle de l'ADC passé par adresse. Ensuite, je vais terminer par arrêter l'ADC, rôle ADC stop. Alors le rôle ADC stop. Alors cette fonction, elle a exactement le même prototype que le rôle ADC start. Donc elle prend un seul paramètre qui est le rôle, le handle de l'ADC passé par adresse, et elle retourne l'état du rôle. Donc je vais l'appeler exactement de la même façon comme le start, mais je vais changer le start par le stop. Voilà. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait pour le moment? Indépendamment de l'application, ce que j'ai fait, c'est que j'ai lancé l'ADC, j'ai attendu la fin de la conversion de l'ADC, j'ai récupéré le résultat de la conversion dans une variable que j'ai appelée x, et j'ai arrêté l'ADC. Le reste du programme va utiliser la variable x pour que, par exemple, à partir de x, je peux récupérer la tension analogique, ou si je veux faire un contrôle comme je l'ai dit tout à l'heure dans mon exemple. Donc, qu'est-ce qu'il reste à faire maintenant? Comme j'ai demandé dans le cours, dans l'exemple tout à l'heure, de diviser cet intervalle de 0 à 3 volts en 4 sous-intervalles, et selon la tension appliquée en entrée, je vais commander l'une des 4 diodes. Soit je vais convertir le résultat de la conversion numérique en une tension et comparer par rapport au seuil, soit je vais convertir les différents seuils en tension. Donc je vais prendre le premier exemple. La valeur récupérée au niveau de mon programme, x, est une valeur qui est comprise entre 0 et 255. Et la valeur réellement de 255 représente 3,6 volts. Donc la valeur 3,6 volts correspond à 255. Je vais l'écrire en commentaire. Donc la valeur 255, elle correspond à 3,6 volts. C'est un commentaire juste pour vous expliquer. Donc, je n'ai pas réellement 255 au niveau de mon programme, mais j'ai une variable x. Donc, à cette variable x, je veux calculer la valeur de tension VI qui lui est associée. Donc, on va utiliser tout simplement la règle de 3. Donc, VI, elle est égale à quoi, VI? Elle est égale à x fois 3,6 divisé par 255 dans mon exemple. Donc, le VI correspond à quoi réellement? Elle correspond à la tension réelle qui a été appliquée à l'entrée de l'ADC. Elle a été convertie par le convertisseur en une variable que j'ai en une valeur numérique à la sortie de l'ADC.
que j'ai appelé X dans mon exemple. Donc X ou à la sortie de l'ADC. D'accord? Donc, je vais créer une deuxième variable VI qui est de type float. Pourquoi elle est de type float? Donc, j'ai créé la variable VI et je vais mettre dans VI le résultat de la conversion X multiplié par 3,6 et divisé par 255. Alors, maintenant, on peut tester la valeur de VI. Si VI est inférieur à 0,75, je vais allumer la première diode. Si VI est supérieur à 0,75 et inférieur à 1,5, je vais allumer la deuxième diode et ainsi de suite, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Donc, j'ai ajouté cette partie de code. Donc, si VI est inférieur à 0,75, je vais allumer PD12 et éteindre, bien sûr, la diode de 13, 14 et 15. Sinon, si le VI est inférieur à 1,5, mais ça implique que c'est supérieur à 0,75 puisqu'on est dans le else. Donc, on va allumer le PD13 et ainsi de suite. On peut ajouter à la limite un petit délai ici de 20 millisecondes pour laisser le temps à l'ADC de se répéter avant de reboucler dans la boucle infinie. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. Donc, je vais vous publier très bientôt un petit problème à faire comme application pour